Personne dans le monde n'aime un discours sur l'autarcie économique. L'économie est basée sur les échanges, sur le commerce, sur la créativité, sur les collaborations. Quand on dit on n'a pas besoin de vous, on va se débrouiller tout seul, merci beaucoup, bah, les marchés entendent merci, on n'a pas besoin de vous, en effet, ils vont s'en aller. Donc c'est pour ça que ce discours a été si mal perçu. Il n'était pas du tout mal dit. Netanyahou est une personne d'une intelligence remarquable. On ne va pas lui faire l'insulte de penser qu'il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Il a dit exactement ça. Et il a dû publier plusieurs clarifications, plusieurs dénégations pour faire comprendre que ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a sollicité, on vous avait même réservé depuis plusieurs jours, après le discours de Binyamin Netanyahou, ce fameux discours que l'on pourrait résumer sur Athènes et Sparte, qui a semé tellement de stupeur, de stupéfaction, on va dire, dans les marchés financiers, économiques en Israël. Alors, il y a eu depuis des rectifications de Binyamin Netanyahou, mais sur le fond, je voudrais vous demander à vous qui êtes conseillère en économie, spécialiste de la consommation en Israël. Finalement, est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire Binyamin Netanyahou? Parce qu'on peut peut-être comprendre derrière une formulation qui est peut-être maladroite ce qu'il a voulu dire. Finalement, Israël, face à une hostilité de la communauté internationale, doit se préparer à être autonome, on va dire, sur le plan économique. Est-ce que c'est quelque chose de surréaliste de parler comme ça? Non, c'est pas surréaliste au vu de la réalité, mais ça vient quand même signer l'échec total de la politique extérieure d'Israël, l'échec à faire comprendre ce qu'Israël fait à Gaza, et évidemment l'échec à avoir des relations apaisées ou à peu près normales avec des pays qui ne sont pas les États-Unis. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, Binyamin Netanyahou a tenu un discours stupéfiant au regard de ses opinions économiques, qui sont quand même très connues. On rappelle qu'en 2002-2003, le Premier ministre a été ministre des Finances, qu'il a été un ministre des Finances historique pour l'État d'Israël, parce que c'est un chantre de l'économie libre, des marchés ouverts et de la concurrence, et qu'il a mis à bas des institutions qui sclérosaient l'économie d'Israël et qui l'empêchaient de fonctionner. Il est quand même un des pères de la Startup Nation, n'en déplaise à ses détracteurs. Et aujourd'hui, c'est une sorte de tournant autoritaire et, comme on le dit, autarcique, qui est incompréhensible et surtout qui, Daniel, n'a aucune chance de réussir, parce que rappelons que les pays qui ont pris ce genre de tournant donc sont des économies de type autoritaire toujours. L'autarcie, c'est une doctrine qui dit on n'a pas besoin des autres, oui. On va très bien se débrouiller tout seul. On est aujourd'hui en 2025. Certes, on est dans une ère de post-globalisation. La plupart des pays cherchent à réindustrialiser, à protéger leur marché, à protéger leurs économies au vu des dégâts qu'a fait la mondialisation. Mais Israël ne fait pas partie des pays qui ont été atteints ou endommagés par la mondialisation. C'est pas la France, avec la désindustrialisation, le chômage de masse, les produits peu chers qui font la concurrence aux produits produits localement. Israël, c'est tout le contraire. L'industrie exportatrice israélienne est basée entièrement sur des produits technologique, avec beaucoup de recherche-développement sur des produits immatériels, du cyber, des logiciels, des produits de défense. Et évidemment que pour nous, la mondialisation, c'est un bien, puisque 55% des exportations israéliennes, c'est la high-tech, que nous exportons essentiellement des machines-outils, des produits technologiques, de la chimie, des services. Et par exemple, l'agriculture, dont tout le monde parle en permanence, ne représente que 6% des exportations israéliennes. Autant dire rien. On est un pays lourdement importateur. Alors, je comprends effectivement ce que vous dites, mais Binyamin Netanyahou, lorsqu'il a fait ses rectifications, il a dit qu'il voulait parler essentiellement des marchés de sécurité, de la défense. Et ça, c'est pas tout à fait nouveau. Je le disais hier, Binyamin Netanyahou, depuis qu'il est devenu Premier ministre, même en 1996, je me souviens d'un discours qu'il avait prononcé au Congrès américain en disant « Mon idéal, c'est de ne plus avoir besoin d'une aide économique américaine. » pour la défense. C'est-à-dire, finalement,
Et on l'a vu au début de la guerre, on a été prisonnier, on va dire, de la politique de l'administration Biden concernant l'acheminement d'armes. Israël a dû arrêter une offensive dans la bande de Gaza à cause de cela. Et on a découvert à ce moment-là que les marchés conclus entre Israël et les États-Unis, eh bien, incluaient une clause qui donnait on va dire, comment on appelle ça, l'exclusivité aux États-Unis, à l'administration, à l'industrie américaine pour acheter on va dire des quantités astronomiques d'armes, et que Israël n'avait pas la possibilité de développer ses propres industries. Pourquoi finalement ne pas se réorienter de ce côté-là vers plus d'industrie israélienne sur le plan de la défense, pas être dépendant d'autres pays? Alors déjà, Daniel, par rapport au package d'aide américain, rappelons que ces 4 milliards de dollars sont donnés à Israël, à condition qu'Israël achète des produits américains, ce qui est bien normal. Tout autre pays qui donnerait un package d'aide de cette valeur ne donnerait pas de l'argent à dépenser où on veut. Il est absolument évident que les États-Unis vont favoriser leur propre industrie, d'autant plus que les technologies embarquées israéliennes se trouvent sur les avions américains qui sont fabriqués par Boeing. Alors je pense que, Daniel, entre nous, il faut quand même être assez sérieux. Je veux dire, on est un pays de 10 millions d'habitants dans lequel 25% de la population ne fait pas d'études primaires correctes, ne va pas à l'école, voilà, la population ultra orthodoxe. L'industrie de l'armement, ce n'est pas une industrie à basse technologie, c'est une industrie high-tech. Pour ça, il faut de la recherche-développement, des ingénieurs. On n'oblige pas les ingénieurs à travailler. On n'est pas l'Union soviétique, on n'est pas la Chine. Ensuite, Daniel, permettez-moi de vous rappeler, où sont les mines de fer en Israël? D'où allons-nous sortir les métaux pour construire des bombes et des armements? Où allons-nous chercher les matières premières qui servent pour fabriquer les armes? C'est très sympathique de dire qu'on est autonome, mais on importe tout en Israël. Et je ne parle pas seulement de la sécurité alimentaire, qui est mon sujet de prédilection et que je connais très bien. On importe 90% du blé. En Israël, on importe 100% de l'essence. Comment vous allez développer une industrie autonome et autarcique sur la base de quelles matières premières qui n'existent pas? Nous n'avons pas de matières premières en Israël, nous avons du phosphate et nous avons du gaz naturel. C'est tout, comme diraient les Israéliens aussi en hébreu. Ça paraît complètement fou. Alors, qu'est-ce qui... Je termine juste. Oui. Alors, il est évident que renforcer les industries sécuritaires en Israël, ça a déjà été fait. Elbit est une société nationale. Rafael est une société nationale. L'industrie aéronautique est une société nationale. L'État est actionnaire, en sort des dividendes, il dépense de l'argent. Ça, c'est bienvenu. C'est des choses, c'est des savoir-faire que nous avons, que nous sommes les seuls à avoir. Les pays du monde se battent pour acheter les systèmes Hetz, les systèmes Arrow, pour acheter nos intercepteurs, pour acheter nos drones. Israël est en train de tester sur le champ de bataille pour la première fois le laser. Mais tout ça, c'est merveilleux, c'est des industries exportatrices, c'est ça qu'on veut. Mais de là à dire qu'on n'a pas besoin du monde, et à qui va-t-on les vendre exactement? Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on passerait à une industrie low-tech, donc on fabriquerait nos bombes, on ne sait pas très bien avec quels métaux. Chez nous, dans nos usines, ça serait fabriqué par on ne sait pas très bien qui, quels ouvriers, puisqu'aujourd'hui Israël importe la plus grande partie de sa main-d'œuvre non qualifiée. Et puis après, sur des avions qui seraient fabriqués par qui? Pour bombarder les pays qui sont nos ennemis. Alors qu'est-ce que c'est complètement fou. Quelle mouche a piqué Binyamin Netanyahou? Alors évidemment, est-ce que finalement il n'y a pas derrière cela, on va dire, la volonté de dire on est dans une situation de guerre depuis 2 ans. Cette guerre, elle nous a été imposée par nos ennemis. Nos ennemis n'ont pas l'intention de revenir sur leur volonté de détruire l'État d'Israël. Et que donc finalement, d'une certaine manière, si l'on veut continuer à vivre, eh bien, on est obligé de continuer à sortir notre glaive, à sortir les avions, les tanks et les blindés, et cela ne plaît pas à la communauté internationale. Donc, il se dit, bien, finalement, si on veut pouvoir survivre dans cette région, eh bien, il faut continuer à combattre, et ça va pas plaire à la communauté internationale, et par la force des choses, eh bien, les sanctions que l'on voit aujourd'hui, on parle de sanctions économiques de l'Union européenne, eh bien, elles vont s'intensifier par la force des choses. Est-ce que c'est pas exactement le raisonnement de Netanyahou? Alors, je mets à part ce que vous venez de dire sur l'Union européenne, dont on peut dire un mot après, parce que c'est très important la façon dont l'Union européenne est en train de se comporter envers Israël, en mettant Israël à part parmi tous les pays en guerre du monde. Il y a 110 conflits armés dans le monde en ce moment, et Israël est le seul pays qui est cloué au pilori de cette façon-là. Donc ça, je le mets à part. Et en effet, les sanctions européennes sont totalement injustifiées, ne se comprennent pas, elles sont totalement politiques, elles sont adressées à des électorats divers et variés à l'intérieur des pays européens. Pour ce qui est du reste, Daniel, excusez-moi, je ne suis pas théoricienne de la guerre,
Mais jusqu'à nouvel ordre, la guerre n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen pour obtenir un objectif. Il n'y a aucune guerre qui dure à tout jamais. À un moment donné, les guerres s'arrêtent. On peut atteindre un certain niveau de destruction, on peut atteindre un certain niveau d'équilibre géostratégique ou stratégique entre les pays. Tout le monde a compris que le Hamas est une organisation terroriste fondamentaliste animée par une idéologie meurtrière et plus qu'extrémiste, complètement folle, et qu'il n'y a aucune chance que le Hamas se rende avec un drapeau blanc. Donc à un moment donné, il faut décider, est-ce qu'on en a fini? Est-ce que la menace sur Israël est importante ou pas? C'est pas à moi d'en décider. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une guerre sans fin ne va faire qu'épuiser l'économie israélienne. Il faut, comme on l'a dit Daniel, pour fabriquer ces fameuses armes que le Premier ministre appelle de ses vœux, pour peupler ces usines qu'il veut mettre partout, on ne sait pas très bien comment. Il faut des gens pour y travailler. Est-ce qu'on va en arriver à réquisitionner les travailleurs de force pour aller travailler dans des usines de bombes, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale? On ne comprend pas très bien. Israël, en tant que start-up nation, un pays qui a soulevé l'admiration du monde entier, est un pays technologique. La technologie, c'est pas fabriquer des bombes dans des usines. Il n'y a personne pour faire ça, Daniel. Donc ça va être compliqué, très compliqué. Du coup, aujourd'hui, si l'Union européenne est un problème, il faut le dire. Et le président de l'Union des industriels, Ron Thomer, ne cesse de dénoncer l'hypocrisie de ces mesures. Mais quant au discours de Sparte, excusez-moi, je pense que c'est essentiellement un discours politique destiné à la survie politique du Premier ministre, destiné à un certain électorat, n'a pas de base dans l'économie réelle. Alors justement, je voudrais revenir avec vous sur l'économie réelle, et parce que, et d'ailleurs ça fait partie d'une des clarifications de Binyamin Netanyahou, il a très justement dit après, pour se rattraper, que l'économie israélienne, elle était relativement sereine après 2 ans de guerre. On en a parlé ici à cette antenne avec vous. Là aussi, il faut les données après 2 ans de guerre, elles sont, on va dire, même si elles sont pas époustouflantes, elles sont, même de l'avis de certains experts internationaux, elles sont tout de même assez stupéfiantes. Elles sont tout à fait inattendues. On se souvient du fait que même la bourse israélienne a réagi favorablement au moment de la guerre des 12 jours. C'est-à-dire, donc, finalement, il y a on va dire un socle qui est extrêmement positif et encourageant. Oui, bien sûr, Daniel, mais pourquoi la bourse a réagi positivement après la guerre d'Iran et la réussite éclatante de l'opération? Sur quoi était basée cette opération iranienne? Sur du renseignement de très haute qualité, sur une infiltration à l'intérieur de l'appareil des gardiens de la Révolution, sur des capacités d'espionnage, de traduction, de surveillance, d'unités d'élite de l'armée, pas sur des usines de bombes. Donc pas là-dessus, évidemment. Donc, bien sûr, vous avez raison, l'économie israélienne s'est très bien comportée, elle reste solide après 2 ans de guerre. Nous avons le plein emploi, nous avons un PIB qui, certes, n'a pas beaucoup augmenté cette année, mais qui ne s'est pas dégradé comme on aurait pu l'attendre. La dette, pour l'instant, on va dire, parce qu'on sait pas ce qui va se passer terrible qu'en France. Dans les années à venir. Voilà, elle est encore très correcte, et quand on voit les performances catastrophiques, comme vous l'avez dit, de beaucoup de pays européens, on est très très bien. Et vous avez raison, cette résilience économique israélienne, elle existe toujours. Mais les propos du Premier ministre d'il y a 2 jours ont fait dévisser la bourse de Tel Aviv. 6 jours de baisse consécutifs, on est à plus de 5% de baisse, et les marchés, c'est la confiance. Ça veut dire que il est important que les investisseurs qui mettent leur argent en Israël pensent qu'ils vont le récupérer. Ils ont beaucoup nous aider, beaucoup nous aimer. Un investisseur, c'est quelqu'un qui veut récupérer son argent. Il faut que les performances économiques soient au rendez-vous. Personne dans le monde n'aime un discours sur l'autarcie économique. L'économie est basée sur les échanges, sur le commerce, sur la créativité, sur les collaborations. Quand on dit on n'a pas besoin de vous, on va se débrouiller tout seul, merci beaucoup, les marchés entendent merci, on n'a pas besoin de vous, en effet, ils vont s'en aller. Donc c'est pour ça que ce discours a été si mal perçu. Il n'était pas du tout mal dit. Netanyahou est une personne d'une intelligence remarquable. On ne va pas lui faire l'insulte de penser qu'il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Il a dit exactement ça. Et il a dû publier plusieurs clarifications, plusieurs dénégations pour faire comprendre que ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire. Je pense qu'il s'attendait pas à ces réactions-là, qu'il a compris que quand le Premier ministre d'Israël parle, ça a des effets sur les marchés internationaux. C'est important de comprendre qu'on ne parle pas en vain. Et ça, c'est quelque chose que le Premier ministre doit intégrer, comme tous les hommes politiques israéliens. Alors une dernière question, Yael, elle se rapporte à la proximité de la fête de Rosh Hashanah, ou enfin de ce mois de fête
de Tishri, puisque on va dire c'est un mois à la fois de joie et de célébration, mais aussi un mois éprouvant pour le portefeuille des contribuables israéliens. Vous le constatez aussi, l'augmentation du coût de la vie. On dit il n'y a pas d'inflation, mais dans les supermarchés, l'inflation, elle semble extrêmement présente, omniprésente, on va dire cette inflation dans les produits, on va dire, de consommation. Alors, l'objectif de l'inflation, en effet, sur les 12 derniers mois a été tenu. On est un tout petit peu en dessous des 3%. C'est pas non plus fantastique. On a eu des années à 1%, 1,5%. Mais par contre, en effet, vous avez raison. Pour les produits alimentaires, pour les fruits et les légumes, ce sont des augmentations incessantes qui sont faites par les supermarchés et les enseignes. Bon, je l'ai déjà dit, je répète la même chose. Ces augmentations ne sont pas du tout forcément liées à la réalité. Elles sont liées à un climat dans lequel les entreprises augmentent leurs marges, les supermarchés augmentent leurs marges, les promotions ne sont plus là, mais les chiffres de la consommation des ménages montrent clairement que même si la consommation se maintient en termes de valeur, elle a beaucoup baissé en volume. Ça veut dire que les gens sont obligés de baisser leurs achats pour pouvoir, dépenser le même prix au supermarché. Ils n'achètent plus autant de marchandises. Et en effet, pas de bonnes nouvelles sur ce front, Daniel, à attendre au-delà d'une lutte qui pourrait s'organiser des consommateurs. Pour l'instant, vous l'avez compris, on a d'autres problèmes à régler en Israël et c'est pas ça qui sera à l'ordre du jour. Comme toujours, j'appelle les consommateurs à comparer les prix. Je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux des informations sur le coût de la vie, sur les coûts des supermarchés, sur les produits ultra transformés. Restons à l'essentiel et maintenons notre porte-monnaie au maximum. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup Yael Ifra de nous avoir éclairé donc en particulier sur ce discours de Binyamin Netanyahou et également bien entendu sur votre domaine de prédilection qui est la consommation en Israël. Je rappelle que vous êtes la responsable du site Kaspeinu qui nous permet de mieux comprendre, peut-être même de mieux gérer notre argent justement et de mieux comprendre, on va dire, les derniers développements dans le domaine de la consommation en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On en profite pour vous souhaiter Shana Tova, pour vous remercier pour votre disponibilité sur les ondes de Radio Kalitam. Merci beaucoup et Shana Tova, à bientôt. Shana Tova, Daniel.